Ça va? Donc vous êtes bienvenus à ceux qui ne connaissent pas l'abbaye, certainement tout le monde. Moi, je ne la connaissais pas, et il va la découvrir jusqu'à demain. Père Jean-Paul, donc merci au Père Jean-Paul qui a permis cette rencontre. Pour faire bref, donc, comme je disais à Benoît avec mon humour anglo-saxon, il est né, il a fait Polytechnique, et là maintenant il est dans une, comment on appelle ça, une association. Une association. Avec une religieuse assomptionniste que nous avons reçue ici il y a quelques mois pour la réunion de tous les abbés français, la conférence massive de France qui s'appelle Sœur Cécile Renoir, et donc qui a créé dans une des maisons assomptionnistes un écolieu. Un écolieu, voilà. Un écolieu, un éco-campus. Où beaucoup de jeunes viennent se former, passent. Alors elle disait effectivement que les jeunes aujourd'hui sont peu habitués à la stabilité comme nous les moines. Quand on fait stabilité, c'est pour la vie. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, le monde est très éclaté. Donc on va laisser la parole à Benoît. Merci beaucoup. Et puis après, vous pourrez poser des questions. Merci de m'accueillir dans ce beau monastère. Je suis heureux d'être parmi vous. Merci à Paul de l'invitation. Ce petit week-end à Poitiers environ. Donc, comme convenu, je vais parler pour longtemps pour expliquer. J'essaie de parler dans le micro. Ah oui, j'essaie de mettre peut-être un peu plus en face. Je ne sais pas si je peux le rapprocher peut-être. Est-ce que comme ça c'est mieux? Mais bon, le terrassin est proche. Oui. Vous avez besoin que le micro ne change pas grand-chose? C'est ça? Bon. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Je vais essayer de rester donc bien dans le micro. Je vais vous parler un peu sur le titre qu'on a donné à ce moment. C'était mon itinéraire de conversion écologique. Et donc, quels sont les différents choix que j'ai faits, notamment en regardant le contexte, le monde dans lequel on évolue, avec cette crise écologique dont vous avez tous certainement entendu parler, plus ou moins. Et puis peut-être aussi comment je sens qu'il y a l'action du Seigneur là-dedans, comment j'ai pu essayer de me laisser guider aussi dans ce contexte par Dieu. Et donc, pour parler de ça, je peux présenter un peu plus rapidement d'où je viens avant d'être né et d'être entré à Polytechnique. Au moment où je suis né, donc c'est dans une famille à Angers. Enfin, je suis né en région parisienne, mais on a vite habité à Angers. Une famille nombreuse. On est 6 enfants. J'ai 3 frères, un grand frère, un frère jumeau, un petit frère, et 2 petites sœurs. Et mes 2 petites sœurs sont toutes les 2 porteuses de trisomie 21. Donc je crois qu'il y avait dans ma famille déjà une sensibilité à la fragilité, notamment via une petite sœur. Et puis mes parents ont tous les 2 aussi une intention, je pense, assez forte portée, notamment aux personnes, aux humains. Ma mère est médecin naturopathe, et assez branchée sur le soin aux personnes. Et puis, je pense une sensibilité quand même à la nature, à l'écologie, etc. Et mon père a travaillé longtemps dans le domaine de l'énergie, donc il avait aussi cette sensibilité aux enjeux énergétiques et aux économies d'énergie. C'est quelque chose qui nous a transmis. Et puis, il a quitté la multinationale pour laquelle il travaillait quand il avait une 40aine d'années pour faire un changement professionnel assez ambitieux. Et il est devenu, pour travailler dans la relation humaine, dans la formation humaine, dans un organisme qui s'appelle PRH, Personnalité et Relations Humaines, donc qui propose des relations d'aide pour les personnes. Et je crois que je pourrais peut-être y revenir un peu plus tard, mais ça a certainement un peu influencé ce choix qu'il a fait de quitter, il était cadre donc dans une grande entreprise avec beaucoup de responsabilités, et il a travaillé plutôt à son compte dans cette association. Mais c'est un choix qu'il n'a pas du tout regretté, qui l'a rendu heureux, et qui, à mon avis,
peut influencer la manière dont moi j'envisage mon travail, ma carrière, etc. Et je pense que du coup, assez jeune, j'avais un petit peu cette sensibilité écologique. Mes parents l'avaient un petit peu aussi. Et donc j'essayais dans mon adolescence, dans mon lycée, de faire attention à une échelle très personnelle aux gestes que je pouvais faire. Je me rappelle que déjà au collège et au lycée, j'avais pu regarder quelques documentaires qui me sensibilisaient à cette cause. Voilà. Et puis, mais c'était loin d'être ma priorité dans la vie. J'étais plutôt à faire du sport beaucoup. Et puis à la fin de mon lycée, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai décidé d'aller en classe préparatoire, parce que ça me laissait globalement toutes les portes ouvertes. Et puis j'avais plutôt de bons résultats. Donc j'ai été à Ginette, c'est-à-dire au lycée Sainte-Geneviève à Versailles, en me disant, et peut-être que je serais prof de maths, parce que j'aimais bien la pédagogie, j'aimais bien enseigner, ou bien je serais ingénieur. Et puis, pendant ma prépa, on a eu une conférence de Gaël Giraud, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est donc jésuite, économiste, et qui travaille beaucoup sur ces questions de développement durable, d'écologie, de climat, notamment dans le modèle économique. Et c'était donc en 2015, au moment de la COP21, au moment de la sortie de Laudato Si. Et je crois que ça a été un premier moment important dans ma prise de conscience de me dire qu'il y avait vraiment un enjeu aujourd'hui dans le monde autour de ces questions écologiques et que en fait il y avait besoin de personnes qui s'engagent dans ce sens pour la transition énergétique. Et donc il y avait du coup plutôt besoin d'ingénieurs. Donc je me suis dit que j'allais être ingénieur. J'ai passé les concours d'école d'ingénieur et j'ai réussi le concours de Polytechnique. Donc j'ai choisi de faire ça, comme beaucoup de camarades de ma prépa. Et là, à ce moment-là, donc notamment aussi dans mon chemin de foi, qui commençait à devenir plus personnel pendant la prépa avec les jésuites, j'ai fait une retraite cet été-là, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup reçu dans ma vie, de manière générale, que j'avais beaucoup... que j'avais grandi dans un contexte familial très porteur, privilégié, qu'en prépa j'avais aussi beaucoup reçu dans cette prépa à Ginette où on est quand même très privilégié, très chouchouté pour bien réussir les concours. Et donc je me suis dit, maintenant que j'arrive en école, ce sera le moment de me donner et d'agir. J'ai pas forcément envie de juste profiter de la vie étudiante, de refaire du sport comme je faisais avant, etc. J'ai aussi envie d'avoir une action davantage dans le monde, auprès des plus pauvres, ou sur ces questions écologiques, etc. Et donc, quand on commence Polytechnique, on commence par un stage de 6 mois, normalement militaire, mais il y a aussi la possibilité de faire un stage civil. Et donc, moi, j'avais plutôt envie de me dire, je vais aller m'engager dans le monde, pour les autres, et donc faire un stage civil. Et l'école m'a donc envoyé dans une communauté de l'Arche, donc dans une communauté de l'Arche de Champagné, en Anjou, avec les personnes en situation de handicap, qui était quelque chose qui n'était pas forcément très déplaçant pour moi, parce que comme je l'ai dit, je côtoyais déjà le milieu du handicap. Et en même temps, je pense qu'il y avait quelque chose de déplaçant dans ce que j'y faisais, parce que j'étais donc arrivé à Polytechnique, j'avais eu 2 semaines sur le campus, 2 semaines pendant lesquelles on nous dit beaucoup qu'on est l'élite de la nation, qu'on va devoir manager des personnes. Et puis il y a aussi des témoignages d'anciens qui viennent nous montrer un peu ce qu'on va faire pour nous faire rêver. Et donc des milliardaires, un plutôt multimillionnaire qui faisait de la tech aux États-Unis et qui est venu nous parler de son parcours et comment à 35 ans il avait déjà monté une entreprise dans la tech et qui était millionnaire, etc. Un autre qui était plus dans le côté scientifique très poussé et qui nous disait qu'il serait prix Nobel en disant, un peu, donc on faisait un peu rêver des parcours comme ça. Et puis moi, 2 semaines plus tard, je me retrouvais dans cette communauté de l'Arche à faire du ménage et de la cuisine pour les personnes en situation de handicap et à mener cette vie communautaire. Et donc il y avait un côté, je pense,
challengeant, pas facile d'humilité, et en même temps je me suis assez vite rendu compte que j'étais très heureux et que cette vie communautaire me plaisait bien. Et puis en fait, j'ai profité aussi de ce moment qui était quand même plutôt à l'écart, avec un rythme très rythmé et très doux, pour lire davantage et me renseigner davantage sur l'état du monde et sur ces questions écologiques que jusqu'à maintenant j'avais assez peu intellectualisé. Et je crois que là, je me suis vraiment mis face à ce défi qui est le changement climatique. Et je me suis rendu compte que c'était que en fait, ce qui nous attendait était absolument considérable, que les enjeux étaient considérables et qu'on était très très loin d'être à la hauteur des enjeux d'un point de vue, enfin à la fois personnellement mais globalement de la société. Aujourd'hui, continuer leur course à leur rythme effréné vers ce mur climatique qu'on risquait de se prendre. Et que même si les États avaient quelques années plus tôt pris l'engagement de rester sous les 2 degrés, le chemin pour limiter le changement climatique à 2 degrés était aujourd'hui très mal embarqué, qu'on restait extrêmement dépendant des énergies fossiles notamment. Je me suis rendu compte, je pense que j'ai réalisé à quel point il y avait du pétrole absolument partout autour de nous. C'est le cas aujourd'hui dans tous les objets qu'on achète, c'est du pétrole, dans toutes les activités qu'on fait, on utilise du pétrole. Et qu'en fait, on avait une dépendance très forte à cette énergie, notamment, mais aussi de manière générale à toutes les énergies fossiles, qu'aujourd'hui, on arrivait quand même très peu à faire cette transition d'un système basé sur le fossile vers d'autres énergies, et que les énergies nouvelles qu'on développait permettaient surtout de combler une partie de la demande qui augmentait, mais qu'elles ne permettaient pas de substituer. Et de fait, c'est toujours le cas. On n'aura jamais consommé autant d'énergie fossile qu'en 2022, et très probablement en 2023. Et puis donc à la fois que passer de ce monde basé sur les énergies fossiles et sur le pétrole à un monde sans, allait demander des efforts considérables, allait amener vers une société complètement inconnue. Et encore aujourd'hui, c'est extrêmement dur de savoir qu'est-ce que ça veut dire de vivre en 2050, en 2060 sans énergie fossile. Ça demande de revoir énormément nos systèmes, enfin, je pense tous nos systèmes politiques, nos systèmes de production, de consommation, etc. Et puis qu'en fait, les conséquences de cette addiction aux énergies fossiles, qui est beaucoup le changement climatique, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, allaient faire peser sur nos sociétés des catastrophes environnementales qui allaient vraiment impacter nos sociétés et notre humanité, et que il y a plein de conséquences en chaîne, etc., mais ça allait notamment induire des migrations très certainement assez fortes, des sécheresses, des canicules qu'on connaît déjà. Je pense que la pluie aujourd'hui est très heureuse, mais on voit bien que déjà, rien qu'en hiver, on manque d'eau, alors qu'on est à un réchauffement climatique de que, entre guillemets, 1,1 degré, et que si on est si on arrive à limiter sous les 2 degrés, ce serait vraiment, c'est déjà presque inespéré, donc on va aller bien au-delà. Et donc voilà, donc en fait je me suis mis, là je l'ai dit en quelques phrases, mais je me suis mis un peu face à cet état du monde, je me suis plongé dans ces connaissances scientifiques, à la fois en lisant des articles scientifiques, en écoutant des conférences, en creusant ce que disait, j'ai commencé comme beaucoup d'ingénieurs de ma génération, par comprendre ce que disait Jean-Marc Jancovici, qui vulgarise ça très bien, Gaël Giraud, en lisant les rapports du GIEC. Et donc je me suis dit que qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait qu'on s'engage à une échelle beaucoup plus large, et que les quelques actions au niveau individuel que je faisais étaient loin d'être suffisantes. Et donc je me suis dit qu'en sortant de ce stage à l'Arche, j'allais m'engager dans une association pour essayer de faire changer les choses à un niveau un peu plus large. Et donc quand je suis arrivé à Polytechnique, j'ai rejoint l'association de développement durable,
Et je suis arrivé un peu au bon moment parce que ça faisait 2-3 ans que cette association avait été créée et que jusqu'à maintenant, elle faisait essentiellement des petites initiatives sur le campus, comme mettre un poste, faire des actions de sensibilisation, essayer de limiter le plastique dans les activités étudiantes. Le genre de petites activités qui sont nécessaires, qui permettent un petit peu d'être en mouvement, qui sont, je pense, un peu rébarbatives pour aussi beaucoup d'autres étudiants qui ont un peu marre qu'on leur dise de mieux trier leurs déchets, etc. Et qui, clairement, ne vont pas changer la face du monde. Et puis, bon, je crois qu'en fait, j'étais arrivé à ce moment-là où à la fois cette association faisait tout ça, et en même temps, elle commençait à se rendre compte que c'était pas suffisant, et qu'il fallait faire quelque chose de plus, à une échelle un peu plus importante, certainement. Et puis, il y avait aussi, je pense, de plus en plus je ne sais pas si c'est une colère, mais en tout cas une frustration entre cette prise de conscience et cet approfondissement des connaissances scientifiques qu'on avait sur le sujet, et puis la carrière qu'on nous proposait, et la plupart des entreprises qui venaient nous parler sur le campus. Moi, mon parrain de promotion, c'était Patrick Pouyanné, qui était le PDG de Total Energy, qui s'appelait encore Total à l'époque. Il y avait la promotion d'avant, c'était Airbus, donc globalement, soit des grandes industries qui sont aujourd'hui dont le cœur de métier reste les énergies fossiles, que ce soit Airbus ou Total, ou alors il y avait énormément aussi de cabinets de conseil américains ou de banques qui venaient, etc. Et on nous proposait vraiment des carrières qui pour nous faisaient partie des assez symptomatiques du problème. Ces carrières dans ces grandes multinationales qui nous faisaient miroiter des salaires importants, etc. Mais qui aujourd'hui, la plupart de ces entreprises n'agissaient pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et donc on s'est dit en fait qu'on allait écrire un texte qui explicitait ce point de vue, un peu notre frustration entre notre conscience de la prise écologique et puis l'absence de réponse du monde économique et politique. Et qu'on allait le faire avec des étudiants d'autres grandes écoles, pour ne pas faire simplement un texte dans notre coin, mais pour avoir un peu cette portée, avec derrière, d'espérer au moins un impact politique ou un impact, une interpellation des décideurs, qui en plus la plupart venaient de nos rangs, sortaient de ces écoles de commerce ou ces écoles d'ingénieurs parisiennes. Donc c'est ce qu'on a fait en 2018. On a écrit un texte qui s'est appelé le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, en espérant un peu sonner ce réveil. C'était quelques mois avant les grèves des étudiants de Greta Thunberg. C'était au moment de la démission de Nicolas Hulot. Donc je pense un moment où la société civile en France a commencé à un peu émerger, à prendre un peu plus d'ampleur autour de ces questions climatiques. Et en fait, il y a eu un résultat qui était bien au-delà de nos espérances. On savait globalement pas trop à quoi s'attendre quand on a publié ce texte. Mais assez rapidement, il s'est diffusé dans les écoles, dans les universités. Et il y a eu, au bout de quelques semaines, 30 000 signataires. Donc 30 000, ça fait pas mal en valeur absolue, pas énorme comparé au nombre d'étudiants. Mais ce qui était assez impressionnant, et ce qu'ont beaucoup retenu les médias, c'est que ça venait des grandes écoles et qu'il y avait des très fortes proportions des étudiants dans les grandes écoles qui disaient placer ces enjeux écologiques et sociaux au cœur de leur choix de carrière, qui se disaient déterminés à changer un système économique en lequel on ne croit plus. Et avec une critique assez forte, y compris de la croissance économique, des indicateurs sur lesquels se basent les politiques publiques, etc. Et donc il y a eu une résonance assez forte à la fois médiatique d'abord, donc un bon relais des médias qui nous ont permis de faire connaître ce mouvement qui émergeait, une interpellation des dirigeants de l'enseignement supérieur, des écoles, et puis une interpellation des entreprises. Donc derrière, c'est beaucoup ce sur quoi on a agi avec ce groupe d'étudiants dont on faisait partie, ces questions d'enseignement supérieur et d'entreprise. Donc pour dire un peu deux mots de ce qu'on sait de ça, le constat qu'on a fait très vite après l'apparition de ce texte, c'est que si on était devenu conscient de ces dysfonctionnements du monde, et que si on avait envie de prendre une trajectoire différente de la voie classique et de peut-être remettre du sens derrière nos carrières, etc., et puis qu'on avait envie de s'engager dans cette voie écologique, c'était pas vraiment grâce à nos cours, parce qu'on pouvait sortir d'écoles très généralistes en n'ayant quasiment pas entendu parler des enjeux climatiques, de biodiversité, etc.
mais beaucoup plus grâce à nos conférences et lectures personnelles et nos débats entre nous. Et que du coup, il y avait quelque chose où là, aujourd'hui, l'enseignement supérieur ne répondait pas à sa mission de nous préparer à ce qui va être très certainement le plus grand défi de nos générations, et un défi qu'on va devoir affronter tout au long de nos carrières. Et puis que, en fait, globalement, on continuait de nous préparer avec des cours d'économie, des cours de finance, des cours de marketing, qui étaient extrêmement classiques, qui n'intégraient pas du tout ces enjeux de ressources, d'énergie, et qui, du coup, n'étaient pas à la hauteur de cet enjeu. Et donc, on l'a dit aux écoles, on l'a dit au ministère, on l'a dit aux institutions d'enseignement supérieur. Il y a eu, à ce moment-là, plusieurs autres institutions qui ont été créées autour de ces questions, et y compris le campus de la transition, donc, qui est ce lieu dans lequel je travaille aujourd'hui, avec Sœur Cécile Grindoire, et puis avec d'autres personnes, qui, si je raconte un peu l'histoire de ce lieu qui a été créé à ce moment-là, c'était donc en 2018. Sœur Cécile Grindoire, elle est assomptionniste, elle est aussi prof dans plusieurs grandes écoles, notamment prof à l'ESSEC, où elle dirige une chaire sur l'entreprise et les questions environnementales. Et puis, elle était prof au MIT de Paris aussi. Et ça faisait quelques années qu'elle essayait d'introduire ces questions de transition écologique dans ses enseignements, qu'elle essayait de faire bouger un peu ces grandes écoles. Mais elle se rendait compte que c'était très compliqué, que globalement, tout ce qui intéressait ces écoles, c'était le classement international et le nombre d'étudiants. Et donc, très peu ces critères. Et donc, elle s'est dit, on va créer un lieu ad hoc en France qui soit dédié à ces questions de formation aux enjeux de transition écologique pour le supérieur, dans lequel on accueillera des étudiants qui viendront se former. Et puis qui viendront vivre aussi une expérience de vie différente, parce que c'est un écolieu, donc un lieu dans lequel la prise en compte du vivant et de nos impacts sur le climat, sur la biodiversité, sont un peu au cœur des choix qu'on fait. Et un lieu dans lequel les personnes expérimentent un mode de vie différent. Et donc en 2018, elle a créé ce lieu et assez vite, elle a été repérée par des mouvements étudiants comme les nôtres, qui disaient qu'il ne faut pas qu'on travaille seul, il faut qu'on travaille avec des enseignants-chercheurs. Et là, c'était à l'origine d'un collectif d'enseignants-chercheurs qui avait créé ce lieu. Et puis par le ministère, que nous, on a été voir quand on était étudiants, on disait beaucoup à la ministre, voilà, il faut que... Il y a un mouvement chez les étudiants, il faut que maintenant les institutions prennent le relais. Initialement, on sentait qu'elle n'était pas du tout habituée, elle n'était pas du tout dans son... dans son scope, dans son logiciel de pensée, le fait que l'enseignement supérieur avait un rôle là-dessus. On restait beaucoup aux enjeux de transition numérique et de comment intégrer le numérique dans les enseignements, etc. Et pas du tout ces questions écologiques. Mais après quelques réunions et rencontres, la ministre de l'époque avait, je pense, plutôt compris ça, beaucoup des chefs d'établissement également. Et donc le monde de l'enseignement supérieur s'est mis un petit peu en mouvement sur ces questions depuis 2018. Donc il y a une grosse inertie comme beaucoup, il y a encore, je pense encore que le principal critère de choix chez beaucoup des dirigeants, ça reste ces classements internationaux. Mais on peut dire que l'enseignement supérieur évolue doucement pour essayer de revoir les maquettes pédagogiques, etc. Et donc le campus de la transition contribue un petit peu à ça. Voilà, et puis pour parler du coup de l'autre côté, du côté des entreprises, ce qu'on faisait aussi beaucoup, c'est de se dire, comme là on a un texte qui cible assez directement avec ce manifeste pour un réveil écologique, un texte qui cible les décideurs économiques, et globalement dans lequel on dit qu'aujourd'hui le modèle de réussite qu'ils nous font miroiter n'est pas le nôtre, et que nous, ce qui va d'abord dans notre carrière, c'est pas le salaire ou le prestige, mais c'est aussi quel sens on donne à notre travail et comment on contribue au bien commun. On va aller leur dire, puis on va essayer de provoquer ce réveil écologique chez les décideurs. Et donc on a été d'abord invités pour aller rencontrer des dirigeants, donc des patrons de grandes entreprises, pour aller faire un certain nombre d'interventions dans lesquelles on les mettait face au constat. Donc souvent on avait une dimension assez scientifique dans nos présentations pour montrer un petit peu l'ampleur du désastre en cours, on peut dire. Et faire une interpellation un peu vive. Donc c'est quelque chose aussi qu'on continue. Aujourd'hui, ce monde des grandes entreprises
continue son business comme avant, mais intègre un petit peu davantage peut-être ces questions écologiques, ou en tout cas le dit de plus en plus. Donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de greenwashing. Pour prendre un des sujets sur lesquels on s'est pas mal engagé, lutter contre le greenwashing, donc toutes ces entreprises qui se disent faire du vert et disent que leurs activités sont vertes, mais qui globalement continuent leur business comme avant. Voilà, en tout cas, on a beaucoup côtoyé ce monde, et puis le collectif pour un réveil écologique continue ses interpellations de dirigeants, de décideurs, essaye aussi de faire du plaidoyer peut-être plus politique, parce que c'est sûr que c'est pas simplement en allant voir des décideurs économiques, des dirigeants d'entreprise que ça va changer, mais il faut aussi, dans beaucoup de secteurs, une régulation assez forte des secteurs et un changement des règles du jeu. Donc il y a bien sûr des régulations sectorielles à avoir, mais aussi des régulations plus... peut-être une régulation de l'économie de manière générale, en changeant la gouvernance de l'entreprise, en régulant la finance, en mettant des règles pour obliger les entreprises, par exemple, ça c'est une loi qui a été votée en 2017, à être responsables de leurs impacts environnementaux, sociaux dans les pays en développement, et que la maison mère multinationale ne puisse pas se défausser vis-à-vis des activités qu'elle a dans d'autres pays. Enfin, donc on a lancé un plaidoyer un peu de régulation sur ces multinationales. On continue de porter un peu. Voilà, donc je dirais, en fait, à cette période de ma vie, donc moi, j'ai été très engagé dans ce collectif pendant 4 ans, entre 2018 et 2022. Donc un engagement qui était pour le coup assez politique, qui essayait de jouer sur les structures. Après un engagement qui était, après un début qui était plutôt personnel. Je pense qu'au début de ma prise de conscience au lycée, en prépa, j'avais commencé vraiment à faire à intégrer dans mes choix personnels de consommation, de déplacement, etc. J'avais essayé de réduire mon impact sur l'environnement, de manger moins de viande. Après quelques années d'arrêter de prendre l'avion, depuis 2019, donc après quelques années d'engagement écologique déjà, cet engagement politique. Et puis arrivé à la fin de mes études, j'avais plusieurs choix. J'avais le choix entre rejoindre ces entreprises, ces grandes multinationales que j'avais côtoyées et que j'avais challengées, que j'avais critiquées pendant mes études. Parce qu'une des caractéristiques que font beaucoup de penseurs qui travaillent sur le capitalisme, c'est que le capitalisme intègre les critiques qui lui sont faites. Donc après avoir aujourd'hui critiqué les entreprises sur l'environnement, ils intègrent cette critique pour devenir, selon leurs mots, responsables de l'environnement. Et donc il y a ce développement durable ou RSE qui se crée dans toutes les entreprises et qui donc en fait nous proposait à nous les jeunes étudiants de grandes écoles assez critiques de venir travailler en leur sein pour selon ce que je disais, changer les choses de l'intérieur. Moi j'y croyais quand même très peu au fait qu'en étant dans un développement durable d'une entreprise, on arrive réellement à changer les choses de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup du travail, ça consiste plutôt à faire du reporting, de la communication pour montrer que l'entreprise est mériteur. Mais les changements tardent vraiment à venir. Je pouvais aussi continuer dans le milieu plus politique. Il y avait notamment un député qui faisait des lois intéressantes, notamment sur la régulation des multinationales, mais aussi sur les questions de lien à la terre, etc., qui me proposait de travailler avec lui. Et puis finalement, j'ai décidé de faire un pas de côté pour aller vivre une formation théologique à l'abbaye d'Hautecombe. Donc c'est une abbaye aujourd'hui dans laquelle vit la communauté du Chemin Neuf, et il propose une formation pour les jeunes, pour une année en gros, une année pour Dieu, une année de discernement, une année, oui c'est ça, avec 4 piliers, avec le pilier prière, discernement, le pilier formation théologique, donc on avait des cours chaque semaine de théologie, le pilier vie communautaire,
vie communautaire entre les jeunes et puis avec les frères et sœurs de la communauté. Et puis le pilier écologie intégrale, qui avait été créé 1 an avant, et donc qui commençait tout juste à se développer, et qu'on va demander un peu naturellement, vu mon profil, avec une autre amie, de prendre en charge et de proposer un certain nombre de temps autour de l'écologie intégrale pour les autres jeunes présents, et puis de manière générale aussi pour la communauté du Chemin Neuf, pour les accompagner aussi dans cette réflexion autour de l'écologie intégrale. Et donc c'était donc c'était l'année dernière, il y a 1 an, une très belle année, avec peut-être l'intégration pour moi, après avoir agi à un niveau politique et structurel, une dimension peut-être plus spirituelle autour des questions écologiques. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une vraie... En fait, derrière cette crise de sens, un questionnement très fort, une recherche spirituelle, un questionnement ontologique chez beaucoup de jeunes, et je pense chez moi aussi, que je venais chercher. Je me suis aussi rendu compte que cette vie communautaire que je venais dans cette abbaye était en soi profondément écologique, dans le respect d'un rythme plus lent, dans le partage qu'on apprend, dans le soin qui est accordé aux relations, etc. Et puis en fait, oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait quelque chose de très écologique dans cette vie communautaire, de très heureux pour moi aussi. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'avec quelques amis, on nourrissait avant même cette année un désir de vie communautaire comme ça, engagé auprès de personnes en situation plutôt de fragilité, et puis avec cette dimension écologique assez forte. Ce désir, il était né en gros d'un confinement, parce que pendant ma dernière année d'études, c'était le Covid avec les confinements. On était partis se confiner avec une dizaine de personnes qu'on connaissait d'ailleurs. On ne se connaissait pas tous, il y en a plusieurs qu'on s'est rencontrés quelques jours avant, et on avait senti qu'il se passait quelque chose entre nous et qu'il fallait qu'on avait envie de se confiner ensemble et qu'on parte dans une maison. Donc on s'était retrouvés dans une maison à une dizaine. Et c'était un moment en fait, qui a été très fort et assez fondateur pour chacun d'entre nous, dans, je pense, déjà la dimension spirituelle, où on était 10 jeunes de 23 à 24 ans, et on priait tous les matins et régulièrement le soir ensemble. Et puis le week-end, on invitait les voisins, le dimanche notamment, à venir prier avec nous dans le jardin. On organisait des petites célébrations comme ça entre nous, autour de la parole. Et puis on a fait aussi quelques moments de célébration dans l'église, avec les gens c'était un petit village avec très peu d'habitants, mais donc il y avait essentiellement quelques personnes plutôt âgées qui venaient avec nous. Dans la dimension fraternelle, c'est devenu un très bon groupe d'amis. Et puis dans la dimension un peu d'engagement qu'on pouvait avoir pour le monde, c'est-à-dire qu'on était tous globalement dans ce groupe engagés dans le monde. Donc il y avait moi qui avais mon engagement au sein de ce collectif, cet engagement plutôt politique que je veux continuer à distance via mes Zooms, etc. D'autres qui avaient aussi un engagement écologique, plusieurs qui étaient engagés dans leur travail auprès des personnes exilées, auprès des migrants. Et puis dans le lieu où on était, on a en fait assez vite été vers des agriculteurs d'à côté, proposer notre aide aux agriculteurs. On a fait plusieurs week-ends comme ça avec les agriculteurs. Et puis on a essayé de créer un peu de lien social dans le village. On a aussi fait un spectacle, on a invité les gens du village. On allait fêter les anniversaires des gens du village. Le maire nous avait donné la liste des anniversaires. Pendant ce temps un peu particulier du confinement, on allait sonner chez les gens presque tous les soirs, il y en avait à peu près un par soir. Et on s'est rendu compte que ce genre de vie comme ça était assez simple. En fait, permettait de rayonner quelque chose, et puis il y avait à nouveau quelque chose de profondément écologique. Et puis, et donc pendant mon année à l'abbaye, plutôt à l'écart, j'ai senti clairement que le Seigneur m'appelait d'abord dans cette direction, et que ce projet un peu qu'on avait entre nous était voulu par Dieu aussi, et que c'était là aussi que j'étais appelé. Et donc, voilà, donc en fait,
Donc je peux dire un peu de ce qui sort de cette avis, c'est d'abord, je sens que je pense que cet appel de Dieu à continuer de m'engager sur les questions écologiques, aussi à continuer à le faire avec lui et à intégrer cette dimension spirituelle. C'est un philosophe, Dominique Bourg, qui dit beaucoup qu'aujourd'hui nos sociétés sont clairement sur une erreur d'aiguillage spirituel, qu'elles sont lancées dans une course effrénée au consumérisme et au toujours plus, et que pour prendre un chemin différent, qui soit davantage un chemin du partage, de la lenteur, de la sobriété, ça mobilise des ressources spirituelles, je crois. Et puis ce désir de vie communautaire. Et donc, une bonne étape, je crois, pour vivre ça, pour moi, et puis pour continuer aussi de creuser d'un point de vue intellectuel, académique, tous les enjeux liés à cette grande transition écologique qu'on va faire. C'était le campus de la transition dans lequel je travaille maintenant. Donc ce lieu de formation dans lequel viennent des étudiants de grandes écoles, qui est un lieu aussi du coup donc, habité par une communauté. Et puis, oui, dans lequel, pour en dire deux mots aujourd'hui, donc moi j'organise ces formations avec des collègues, avec des groupes qui viennent assez régulièrement. Et donc, on a une approche d'abord immersive, c'est-à-dire que la plupart des groupes qui viennent, ils viennent vivre cet écolieu et du coup expérimenter ces enjeux de la vie communautaire, ces enjeux de vie partagée. C'est un lieu de formation académique, donc on a des universitaires, enfin moi ça m'arrive aussi de donner des cours, plutôt à un bon niveau académique. Et puis on essaye de ne pas avoir une approche que très intellectuelle et avec des notions théoriques, mais on dit qu'on utilise une approche tête, corps, cœur. Et donc pas, voilà, à la fois avoir des apports, mais aussi que chacun puisse peut-être sentir plus profondément où est-ce qu'il est appelé, où est-ce qu'il quelles sont les émotions qu'il traverse, un peu qu'il puisse réfléchir avec les différentes dimensions de la personne humaine. Et puis aussi apprendre essayer d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être qui vont être utiles pour la transition, de postures de coopération, de postures, enfin aussi simplement des enjeux autour de la permaculture, de biotech, ce genre d'apprentissage. Donc c'est vrai que c'est peut-être une dimension moins politique que ce que j'ai pu faire, même si en fait en parallèle de ce métier, je continue d'avoir un certain nombre d'engagements politiques, et notamment ciblant les énergies fossiles et la nécessaire sortie des énergies fossiles dans le collectif. Mais voilà, peut-être que c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et à nouveau, voilà, j'essaye globalement, peut-être pour conclure, de lier et d'intégrer ces différentes dimensions de la transition écologique qui sont à la fois, à mon avis, personnelles, d'évolution des modes de vie, assez concrètes. Et là-dessus, je pense que on doit tous faire des efforts pour adapter nos modes de vie, que ce soit en termes de chauffage, de moins chauffer, en termes d'alimentation, de moins manger de viande, en termes de déplacement, etc. Donc d'avoir une sorte de cohérence et d'incarnation, une réflexion, une action politique. Voilà, en sachant que c'est très très vaste et qu'on ne peut pas être sur tous les combats, mais il y a forcément des réflexions politiques à avoir et un champ d'action politique à mener si on a envie de limiter la casse. Et puis une dimension plus spirituelle et profonde, d'oser un dégagement joyeux peut-être, une sobriété un peu radicale, et puis de le faire aussi dans des dynamiques pas personnelles mais aussi communautaires, et chercher communautairement ces modes de vie alternatifs, et c'est aussi ces modes de pensée, ce regard sur le monde qui soit différent. Voilà pour ce petit témoignage. Et donc on a encore un peu de temps pour des échanges et des questions, si vous le souhaitez. Pensez-vous qu'on soit plus sur un changement climatique, comme on vous le clame partout, ou sur des changements de saison? Non, alors il y a un changement climatique, c'est sûr, d'un point de vue scientifique,
Enfin, c'est un fait sur lequel aujourd'hui il y a un consensus et plus de questionnement. C'est-à-dire le climat au niveau mondial change et c'est d'origine anthropique, donc c'est dû aux activités humaines. Et donc ça derrière, ça se matérialise par un certain nombre d'évolutions de la météo qui sont différentes, et donc aussi l'impression que les saisons évoluent. Mais ça c'est parce qu'il y a un changement global lié essentiellement aux émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. Pensez-vous que le GIEC soit véritablement, on va dire, dans la vérité? Ce qu'on peut dire du GIEC, c'est aujourd'hui, en termes d'un point de vue scientifique, donc sciences humaines, il est dans la vérité scientifique. Après, on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs plans de la vérité, mais d'un point de vue scientifique et en termes de connaissances sur le climat notamment, et en sciences dures, en sciences physiques, oui, je crois que le GIEC dit la vérité. Et aujourd'hui, à l'échelle internationale, il n'y a pas eu d'autres coalitions scientifiques qui ont une telle légitimité que le GIEC. Les rapports du GIEC, c'est les synthèses en gros de tous les articles scientifiques qui ont été publiés dans le monde, qui sont faits par un collectif de plusieurs milliers de scientifiques, etc. Et donc moi je crois qu'il y a une légitimité scientifique du GIEC qui est très forte. Et donc la question c'est quel modèle économique, et est-ce qu'effectivement décroissance ou pas, et quel modèle économique nous permettrait de vivre correctement l'humanité entière sans être sans cesse effectivement dans cette croissance effrénée qui n'a pas de sens, conduit dans l'impasse. Ouais, bah en fait, et je le demande à toi qui as fait Polytechnique, c'est-à-dire derrière, est-ce qu'on imagine des modèles lesquels, alors bien sûr, quels impacts, mais oui, est-ce que on commence à penser à des modèles qui seraient viables pour l'humanité? Ouais, en fait, c'est sûr qu'il va falloir. Ce que je peux dire, c'est qu'on est quand même très prisonnier du présent, et aujourd'hui, on pense beaucoup à partir du présent pour essayer de faire transitionner, peut-être que le mot transitionner n'est pas bon, mais un modèle présent vers un modèle un horizon dans 5 ans, dans 10 ans, qui soit davantage viable. Et donc en fait, on a du mal, je pense, à envisager complètement un modèle économique différent. Et qui soit notamment pas basé sur les points de croissance. Et aujourd'hui, les politiques publiques continuent de considérer qu'il va y avoir de la croissance dans les années à venir. Aujourd'hui, et pourtant, en fait, avec une logique, rien n'empêche un modèle stationnaire. Pour une entreprise, on pourrait très bien imaginer une entreprise qui ne fasse pas de croissance et qui ait une activité un peu stable. Et d'ailleurs, beaucoup de petites entreprises le font. Un boulanger aujourd'hui, il n'a pas besoin d'avoir 25% de croissance de son chiffre d'affaires par an. S'il dégage un revenu tous les ans, il peut très bien vivre. Du coup, un des problèmes, un des enjeux assez, à mon avis, structurels de cette crise écologique, c'est la financiarisation de l'économie et le fait qu'aujourd'hui, on attend toujours de rendre. En fait, globalement, aujourd'hui, on travaille pour rembourser des dettes, nos propres dettes, ou si on a envoyé les dettes d'autres personnes, etc., et qui nécessite ça une croissance économique. Et donc, en fait, il faut, à mon avis, réussir à définanciariser cette économie et sortir de cette injonction à toujours rembourser davantage de dettes avec ce point de croissance. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que la finance est vraiment au cœur des activités économiques. Les dettes n'existent pas. Les dettes, c'est une mauvaise répartition des richesses. Si on prend le centile les plus riches, les dettes, il n'y en a plus. Et c'est gros. Il n'y a plus de dettes dans les pays. Et on sait que ceux qui consomment le plus, ceux qui produisent le plus de CO2, ceux qui consomment le plus, c'est les plus riches. C'est les plus riches. Et les pays les plus riches, parce qu'on est aussi dans les pays les plus riches. Donc, 50% des émissions de CO2, ça vient des 10% les plus riches de la population. Et globalement, on fait partie des 10% les plus riches de la population dans le monde. Mais la dette est complètement artificielle, parce que les richesses sont là. Elles sont présentes dans nos sociétés. Elles sont mal réparties, c'est ça le problème. Oui, alors c'est sûr qu'il y a un enjeu de répartition de la richesse, mais il y a aussi un enjeu aujourd'hui, une entreprise, comment elle fonctionne, une entreprise, soit elle s'endette auprès de la banque, soit elle récupère du capital auprès d'actionnaires,
et on lui demande de recracher davantage que ce qu'elle a récupéré. Donc il faut qu'elle ait une croissance de son modèle économique. Et donc ça veut dire qu'il faut que chaque année, elle ait davantage d'activité. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette transformation permanente. Et donc oui, ça fait partie pour moi des enjeux. Il y a un vrai besoin de politique publique pour mieux répartir les richesses, et pour qu'une partie du capital pour les plus riches aille dans des projets d'écologie, etc., d'écologie ou pour aider les plus pauvres à consommer autrement. Mais il y a aussi un besoin de réguler ce système financier la manière dont fonctionne aussi le système économique et les entreprises pour sortir de cette injonction à la croissance économique. Mais en soi, c'est possible. Des entreprises, ce modèle des coopératives, le modèle associatif, etc. On peut sortir de cette injonction à cette croissance économique. Mais aujourd'hui, ça reste quand même plutôt à des échelles assez marginales. Et en même temps, je pense que c'est pas impossible qu'un jour ces échelles marginales prennent le pas et qu'il y ait un basculement comme ça. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous vivez, est-ce qu'au niveau international ça se vit? L'association partout, dans tous les pays, ou est-ce que c'est. Parce que la France est. La France. Alors je pense quand même que la France est plutôt en avance sur les questions de transition écologique, comparé au reste du monde, ou l'Europe de manière générale, mais c'est pas pour autant un bon élève. C'est-à-dire qu'en France, on a un organe indépendant, le Haut Conseil pour le climat, qui évalue les politiques publiques. Et aujourd'hui, chaque année, ils indiquent que la France ne respecte pas ses engagements en termes de réduction d'émissions de CO2, etc. Après, il y a une société civile en France et des initiatives qui émergent un peu partout, davantage que dans d'autres pays. Donc en fait, si on considère que c'est l'État et le gouvernement et les institutions, la France est loin d'être à la hauteur. Par contre, je pense qu'il y a une créativité sur les questions écologiques qui émerge, ce qui peut être le cas du campus de la transition, de ce mouvement chez les étudiants, etc., qui est assez forte. Donc on peut espérer qu'il y ait des basculements sociétaux plus rapides en France que dans d'autres pays. Mais oui. Ouais, tu parlais tout à l'heure de l'urgence et de la taille de l'enjeu. Pour l'illustrer, je dirais, pour 2050, il faut que le Français, en moyenne, passe de 10 tonnes à peu près de CO2 que coûte l'existence d'un Français, 10 tonnes de CO2, 5 tonnes produites sur notre territoire et 5 tonnes qui viennent des importations. Donc un Français moyen, alors bien sûr il y en a qui consomment beaucoup moins, d'autres beaucoup plus, on est dans les moyennes, mais pour les moyennes c'est un peu stupide, mais voilà, ça donne ça, 10 tonnes. Et il faudrait que d'ici 2050, pour pas atteindre 2 degrés, voilà, d'ici 2050, il faudrait que chaque Français passe de 10 tonnes à 2 tonnes d'émissions de CO2. Vous voyez le mur de 10 tonnes à 2 tonnes. Aujourd'hui, personne ne peut vivre à seulement 2 tonnes. Même quelqu'un de héroïque qui fera tout son possible, qui ne prendra jamais la voiture, jamais l'avion, etc., et il sera plus que 2 tonnes. Donc, on imagine quel type de vie sociale, quel type de société, on n'imagine pas aujourd'hui, mais on voit le pas à franchir d'ici 2050. 2050, c'est dans 25 ans. D'accord? Tous les gens qui ont 70 ans et plus, comme moi, vont dire à 25 ans, c'est pas grand-chose. Ben oui, d'ici 25 ans, faire ce palier, voilà. Donc, il y a 2 solutions à ça. Soit on attend l'accident, soit on anticipe un changement absolument majeur. Est-ce qu'on peut l'anticiper au niveau international ou seulement au niveau français? Un changement absolument majeur. Ce qui veut dire une croix complète sur le système économique qu'on vit aujourd'hui depuis 40 ans. Ça veut dire la disparition, le dépassement total du capitalisme. C'est vrai.
Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit entrer dans les pensées, parce que nos pensées, notre système de pensée, il est complètement imprégné et imbibé parce qu'on nous raconte depuis 50 ans sur le capitalisme et sur les vertus du capitalisme. On voit aujourd'hui le mur. Et donc, encore aujourd'hui en 2023, les décisions qui sont prises par ce gouvernement français et par plein de gouvernements dans le monde sont des décisions purement dominantes capitalistes, de la pensée capitaliste. Donc c'est vrai, penser à un autre monde, c'est extrêmement difficile, tu as raison, mais je pense qu'il faut penser déjà d'abord à l'urgence de dépasser ce capitalisme qui nous mène dans le mur, même si on n'a pas la réponse de ce que ça sera après. Et toi, Benoît, qui est 25 ans, devant un enjeu comme celui-ci, comment tu le regardes, ou ta génération, ouais, je peux dire, tes amis, tes proches. je peux dire ce que je vois de ma génération, qui est à mon avis pas du tout homogène, et peut-être moi ce que je me dis personnellement. Dans ma génération, je pense qu'il y a une partie de ma génération qui est très consciente et qui a complètement intégré le problème et qui se rend compte qu'il y a cette transformation absolument majeure à faire et que le monde dans lequel on va vivre des bouleversements assez considérables. Donc très conscient de ça. Elle a une autre partie qui je pense, n'est pas complètement consciente, n'ose pas vraiment regarder le problème, et puis est peut-être un peu désabusée, parce qu'en fait, je crois que dans ma génération, c'est un peu le début de ceux qui ont beaucoup entendu parler à l'école, et qui ont commencé à intégrer qu'il y avait un problème, mais en fait de manière assez superficielle, et de manière... Donc on sait qu'il y a un problème, ça nous fatigue un peu de savoir qu'il y a un problème. Je pense que c'est beaucoup le bruit ambiant, on sait qu'il y a un changement climatique, on se rend bien compte qu'il y a un peu des sécheresses, des incendies, mais on n'a pas peut-être fait le deuil du monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc on voit ça comme une contrainte un peu pénible, et pas comme un défi incroyable à réaliser, dans lequel en fait il y a plein de perspectives qui sont stimulantes intellectuellement, etc. Donc voilà, donc dans ceux qui sont très conscients, il y en a qui restent en fait vraiment bloqués à l'anxiété, et il y en a qui sont dans ma génération vraiment déprimés et qui voient le futur avec beaucoup de crainte, et d'une certaine manière on peut dire à juste titre, parce qu'il va y avoir beaucoup de complexité, et les effondrements qu'on vit aujourd'hui vont être durs à traverser, et en même temps d'autres, et moi je pense que de manière générale je me situe plutôt de ce côté-là, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à faire, qu'il y a toute une manière de vivre à réinventer, et puis vu que collectivement on n'est pas du tout à la hauteur, le fait de s'engager là-dessus, ça fait qu'on peut vite avoir des marges de manœuvre, etc. Et donc il y a quelque chose d'assez stimulant là-dedans aussi. Mais en même temps avec une certaine gravité quand même. Enfin, il y a à la fois une stimulation d'un chantier énorme à réaliser, et puis en fonction des moments, il y a moi ça fait en gros 5 ans que je suis très investi là-dedans, et j'ai eu plusieurs moments où je me dis mais on va pas y arriver, enfin, c'est des moments un peu de coup de mou, Aujourd'hui, on n'arrive pas à passer à l'échelle. Enfin, on est de plus en plus nombreux à essayer de vouloir inventer autre chose, et on a encore on a vraiment du mal à y arriver. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la dimension communautaire. Parce que je pense que pour affronter ce que nous aurons à vivre, il y a cette dimension de communauté, de fraternité, si on ne veut pas que ça dégénère dans la violence, elle est importante. Ouais, moi j'en suis assez sûr. Enfin, je crois vraiment qu'il y a besoin de ça, et que c'est une phrase dans la aussi que j'aime bien, du pape, qui dit: on ne résoudra pas ces problèmes sociaux, écologiques par une somme de biens individuels, mais par des réseaux communautaires. Et en fait, pour passer d'un monde capitaliste très individualiste, en même temps hyper interconnecté, à un autre monde, moi je crois que ces genres de réseaux communautaires sont très importants, et du coup avec un ancrage territorial davantage présent, et en même temps pas isolé. Mais qu'on va avoir besoin d'inventer une forme de solidarité pour affronter ça. Et je pense que l'humanité en est capable d'inventer ces formes de solidarité. Pour l'instant, l'encyclique du pape Laudato Si,
On sait que Édouard Morin disait que c'est l'an 1 d'une nouvelle civilisation. Quel crédit cette encyclique a pour toi? Et qu'est-ce que tu attends de l'Église dans ce contexte-là? Ouais. Moi, je l'ai évoqué ici et là, dans ces points, mais c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé. Peut-être je réponds d'abord à la question sur les citoyens et après je reviens dessus. Sur la question des citoyens, moi je suis sûr qu'il faudrait que les citoyens aient davantage de pouvoir. Et on a vu des initiatives comme la Convention citoyenne pour le climat, donc 150 citoyens tirés au sort, a donné derrière des propositions très intéressantes, mais parce que c'est des citoyens qui ont pris le temps de se former, d'écouter les spécialistes, de débattre entre eux, de réfléchir, et du coup de faire des propositions qui étaient en gros à la hauteur de l'enjeu. Donc en fait, si partout dans le territoire on avait des citoyens qui faisaient un peu l'exercice que nous on a fait dans les grandes écoles, qu'on essaye de faire au campus, etc., de se mettre face au problème et de réfléchir et de débattre, je suis sûr qu'il y aurait des choses intéressantes qui viendraient et qu'il y a besoin de multiplier du coup ce genre de choses. Après en fait, je pense qu'il faut aussi, faut que les citoyens se rendent acteurs eux-mêmes des changements, et qu'on peut avoir aussi tendance, en France beaucoup, à avoir beaucoup d'injonctions sur l'État, en disant faut que l'État fasse ci, faut que l'État fasse ça, faut que l'État fasse ça, en restant dans une sorte d'inaction ou de désabus, et je vais voter ou je vais même pas voter tous les 5 ans. Donc moi je crois aussi beaucoup à ces initiatives qui émergent peut-être plus à des niveaux locaux ou en fait à différentes échelles, mais que je pense qu'il y a besoin de cette mise en action un peu dans nos différents cercles sociaux. C'est une manière de se réapproprier aussi le pouvoir des citoyens qui ne viennent pas uniquement d'en haut de l'État qui fait faire. Sur la note aussi, je trouve que c'est un texte assez remarquable qui moi m'a beaucoup nourri, m'a beaucoup parlé quand je l'ai travaillé, et qui a rejoint beaucoup. En fait, j'avais l'impression que le pape, quand je l'ai lu, j'avais l'impression que le pape mettait beaucoup de mots assez clairs sur des intuitions que j'avais ou sur des manières d'appréhender le monde et aussi ma foi. Et donc je pense qu'il y a que l'Église, j'ai l'impression que l'Église en France aujourd'hui fait doucement ce travail de se l'approprier, plus ou moins vite selon les milieux ecclésiaux, etc. Mais qu'il y a vraiment du travail à faire pour continuer de se l'approprier et d'avancer avec et d'en parler et de vivre cette conversion écologique dont parle le pape dans la thèse aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on attend de l'Église? En fait, quand on regarde le monde de manière générale avec tous ces effondrements, on peut dire que l'Église, en tout cas en France aujourd'hui, elle vit une forme d'effondrement, avec l'effondrement des vocations, l'effondrement du nombre de croyants, etc. Et pour autant, comme je disais, je crois qu'il y a une quête spirituelle assez forte, notamment chez toutes ces personnes qui se rendent compte que le monde tourne par rond et que ce consumérisme ne marche pas, et que ce modèle capitaliste qu'on a construit aujourd'hui ne tient plus la route. Et en fait, et comme je disais, moi, je crois qu'aujourd'hui l'évangile peut rester très actuel, et et puis je suis persuadé aussi que c'est un appel de Dieu de s'engager dans cette voie de l'écologie intégrale, et qui nous accompagne là-dedans, et que du coup l'Église a un rôle pour que l'Église en tant qu'institution, et que corps doit s'engager dans cette voie, et doit a un rôle aussi pour accompagner tous ces questionnements, toutes ces recherches spirituelles, etc. Ça nécessite d'abord que l'Église fasse sa propre conversion écologique. Pour y aller, il ne faut pas voir ça comme un point de vue un peu utilitariste, de se dire, bon voilà, on a des jeunes en quête de sens, on va du coup aller leur apporter l'évangile. S'il n'y a pas quelque chose de vraiment intégré aussi dans la manière de vivre cette conversion écologique. Mais aujourd'hui, le campus de la transition est quand même un des lieux identifiés chez les jeunes comme étant un peu à la pointe des expérimentations, des réflexions sur les questions de transition écologique. Il émerge d'une certaine manière un peu d'église, parce que c'est quand même Cécile Renoir qui a fondé ça, et on est un certain nombre de chrétiens à être engagés là-dedans. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est confessionnel. Il n'y a pas de mission d'évangélisation et d'accompagnement plus profond de ces questions, mais je pense
il va y avoir, qu'on va avoir besoin de ça. Et puis, moi, je parlais un peu de ce désir de vie communautaire, et on voit en tout cas, j'ai l'impression que aujourd'hui, on est très minoritaire, je pense, les chrétiens de ma génération, mais il y a quand même un peu un mouvement qui grandit là-dedans, et que l'Église peut aussi accompagner peut-être cette nouvelle façon de vivre en chrétien. Je pense qu'il y a un appel lié au contexte du monde. Peut-être qu'il y a des réactions, des échanges à avoir là-dessus. La tribune que vous avez signée à 400 jeunes, par exemple, concernant le pipeline qui va de l'Ouganda à la Tanzanie, là-bas. Vous avez eu des échos, des retours de ce que vous avez lancé là? Oui, pour expliquer, là, c'est en fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'Église reste ce qui se passe dans l'Église au niveau de l'écologie intégrale, c'est beaucoup autour d'églises vertes. En fait, ça se regarde beaucoup par église verte ou par ce genre de petites initiatives très locales de jardins partagés, changer les systèmes de chauffage dans les églises, etc. Et que peut-être, et moi je crois que l'Église aurait une parole peut-être plus prophétique à apporter pour les changements à faire, mais du coup, y compris une parole qui dérange, et qui dérange les puissants de ce monde et le pouvoir en place. Et elle est dans cette critique du capitalisme qu'on a pu évoquer, cette critique des énergies fossiles, etc. Et donc nous, avec quelques jeunes, on essaye à la fois de nourrir cette réflexion, d'écrire sur ce sujet, notamment avec le collectif Anastasis. Et puis on a initié une tribune en octobre. On était 400 jeunes à demander à l'Église et aux évêques en France de se positionner contre un projet de Total en Ouganda, qui est le plus grand pipeline du monde, et puis dont les travaux commencent à peine aujourd'hui. Il y a un certain nombre de controverses. Ce projet est très critiqué en France. Et donc on demandait à l'Église de prendre le relais de toute la société civile, des associations, du Parlement européen aussi qui s'est exprimé contre le projet. Il y a eu en fait au Parlement européen. Et donc on a eu un certain nombre d'échanges avec les évêques et les personnes à la conférence des évêques de France sur le sujet. On a eu une rencontre il y a 2 semaines avec Mathieu Rouget, qui est l'évêque de Nanterre, et puis 5 cadres de Total, et on était 5 chrétiens, 5 jeunes chrétiens. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les évêques n'apportent pas de réponse publique et ne prennent pas la parole publiquement. Et voilà, et donc nous, c'est quelque chose qu'on déplore. Et en tout cas, on va continuer d'inviter les évêques de manière générale, l'Église à oser porter une voix qui dérange sur des sujets aussi concrets, quoi. Et pas simplement rester à des appels à la conversion écologique qu'on entend quand même de plus en plus par les évêques de France qui ont fait ce travail, etc. D'ailleurs, un travail qui n'a pas vraiment abouti autour des l'écologie. Les évêques, pendant 3 ans, se sont réunis pour travailler ces questions d'écologie intégrale, dans l'idée de finir sur un texte, et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un texte. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il venait apporter le modèle économique optimal pour le monde, non? Jamais, moi, c'est pas son message. Hein. Non, et en même temps, non. Enfin, on ne demande pas aux évêques de donner un modèle économique qui soit clair, etc. Et en même temps, je pense que Jésus il avait une parole qui dérangeait l'ordre en place. Mais à un autre niveau, qui n'était pas ni anticommuniste, ni anticapitaliste, ni anti-moderne. Non, et en même temps, pour moi, dans son annonce de la venue du royaume, il y a quand même quelque chose d'un ordre social différent. Et avec une critique du pouvoir en place, du pouvoir religieux, sans pour autant vouloir prendre leur place. Voilà. Demain, lorsqu'on dira le credo, on commencera par confesser le Dieu Père Créateur. Donc c'est la création. Voilà. C'est ça qui est en jeu pour notre foi. Et achever la création. Donc il va de la confession de foi pour les chrétiens. Donc là, on n'est pas d'abord dans l'ordre politique, mais dans l'ordre de la confession de foi. Cette création que Dieu nous livre, à nous de la faire fructifier, de l'embellir. Donc c'est ça le premier enjeu pour les chrétiens. Et aujourd'hui, il y a des projets qui sont clairement destructeurs de la création. Et ce nouveau projet d'énergie fossile, ils sont clairement destructeurs de la création. Donc si on veut être co-créateur, il faut s'opposer à ces projets.